Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet, votre rendez-vous 100% tennis sur Winamax. Vous en avez l'habitude maintenant. Avec moi aujourd'hui pour parler du tournoi des maîtres et de ce fabuleux match entre Nadal et Medvedev. À ma droite, j'ai dit, oui c'est ça, Benoît Mélin, notre expert tennis. Bonjour à ma les droite, loulous. à ma gauche, je sais même plus. Bonjour Loulou. Ça va Benoît? Ouais, on n'oublie pas qu'on est le 13 novembre, ok? Donc on n'oublie pas qu'il y a un certain soir, il y a 5 ans, où c'était la grosse merde. Voilà, transition facile. 4 ans pour, 4 ans, il y a 4 ans, 2015. C'est ça. Pas facile hein, pour Ah bah aller oui, voir mais il faut Julien, jamais mais tu as raison, faut jamais d'y oublier ce genre penser. de truc. On n'oubliera jamais, évidemment. Julien Varlet. Ne pas oublier aussi que Poupou nous a quittés Aussi. ce matin aussi. Aussi. Oui, bon, alors voilà. Ça Ah bah ouais, mais bon, attends. n'oubliez pas qu'on est quand même sur une émission où on va vous parler de tennis. On va essayer de C'était changer juste les une idées. petite intro tu as eu comme raison, ça. Tu as eu raison de le dire aussi. Je pensais le faire en fin d'émission, mais on l'a fait au début. Donc, petite cote boostée aussi, vous avez l'habitude. On n'a pas passé celle d'hier parce que Djokovic n'a pas gagné. Mais le 3-7 Medvedev-Nadal passe. Non mais On va essayer qui avait dit team vainqueur? Juju. Ah la vache, Juju. le niveau Juju. du mec. Mais non, mais Oh, tu sais, je vais pas me la péter. Ah bah non. Parce que- Oh, le mec. Non, non, mais Je vais non. pas me la péter. Non, je vais pas me Il y, la péter. il y a une chose très importante dans le sport, c'est l'humilité. C'est vrai. C'est Non, non, vrai. mais c'est vrai. Non, mais je vais pas me la Tu fais raconter. bien, ça, ça va. tu fais bien, Et, tu fais bien. et je vais rester sur ce que je vous ai dit déjà hier, c'est que Tim ne sera pas loin de gagner le Masters. On en reparlera tout à l'heure si tu veux bien, mais on va remettre la cote boostée parce que ça intéresse aussi nos amis par ailleurs qu'on salue sur le chat Winamax et sur YouTube. 3-7 entre Tsitsipas et Zverev, c'est le match de ce soir. Ah, Et tu mets puis- pas de vainqueur. Non. D'accord. Et Tim, premier set fin de match, là j'ai mis un vainqueur, ce sera contre Berrettini et c'est à 3,60. On a une promo également qu'on vous propose sur Winamax pendant ce Masters, Cashback Masters, avec la petite couronne évidemment, jusqu'à 20% de vos mises live remboursées. Sans plus tarder donc, direction Londres. Et on va commencer évidemment par le match de cet après-midi, la victoire de Rafael Nadal face à Daniil Medvedev. Je peux te dire qu'on était avec Benoît, enfin Benoît était devant. Tu en reviens train de pas sur regarder Tim Djokovic? Après, Ah bon, d'accord, mais pardon. d'abord, ben oui, non mais c'est quoi l'actu là du moment? Oui, oui. Et oui, Nadal, Medvedev, Ouais. forcément on va en parler. Un scénario de dingue, on vous rappelle, mené 5-1. Il sauve une balle de match, notre cher Rafa Nadal, pour finalement s'imposer. Quel match, mon cher Benoît, je t'ai vu vibrer, il a sauté sur tous les canapés. Énorme, non c'était énorme. En termes de scénario, on reviendra sur le niveau de jeu, mais en termes de scénario, c'était énorme. J'adore, parce que on a des matchs humains, tu vois. On se rend compte de ce que ces mecs sont obligés d'absorber mentalement. Physiquement, je pense qu'aussi ça commence un peu à cogner dans tous les sens, mais bon, mentalement, ce qu'ils sont capables de faire avec l'usure de la saison qui a été monumentale pour les deux, et là, les matchs de ouf et tout, mais quand Medvedev a cette balle de match à 5-1 sur le service de Rafa, on n'oublie pas que derrière, alors je ne sais pas ce qui se passe dans sa tronche, mais il dégoupille Complètement. totalement, puisqu'il perd 21, j'ai compté 21 des 26 points qui suivent pour se retrouver à 6-5 pour Rafa, et sur son service, il est à 0,30. Et là, tout d'un coup, le mec se remet, enfin... Bah s'il y a bien un mec qu'il faut réussit. pas relancer, c'est Rafa. hein. Oui, mais oui, d'accord, mais oui, mais tu te dis que Rafa va pas y arriver. Et puis tout d'un coup, Medvedev, lui, se calme, revient pour jouer un tie-break. Et là, on part dans un truc, mais c'était ouf, quoi. Ça me fait mourir de rire parce qu'on a Franck sur YouTube qui nous dit « Je suis dégoûté, la team, j'ai zappé quand Nadal était mené 5-1 dans le troisième. » Voilà pourquoi il ne faut jamais zapper Mais lors d'un match. Tu vois, c'est pour ça que... Alors, tous les sports sont fabuleux, mais je trouve ça d'autres... Les gens qui disent qu'on s'embête, on s'emmerde ces derniers temps au tennis, je peux pas les laisser dire ça parce qu'effectivement, comme dit Benoît, t'as des comment dire, des personnes différentes, des états d'esprit différents, et il faut pas oublier que mine de rien, tu n'aimes ou tu n'aimes pas Nadal, mais pour moi c'est un champion exceptionnel parce qu'il joue quand même pas bien. Il ne joue pas bien. Oui, parce qu'on va quand même dire que le scénario était dingue, mais en termes de niveau de jeu, c'était pas non plus la mais folie. qu'est-ce que j'ai dit hier? Je vous ai dit ça sera un match accroché avec un niveau très moyen. Parce que Oui, mais enfin, on voyait Nadal gagner, et Oui. je veux dire qu'à 5-1 balle de match Oui, pour Medvedev, je suis d'accord, mais dans un autre sens, t'as l'impression que notre ami Medvedev, à un moment ou à un autre, prend conscience, j'ai trouvé ça, prend conscience qu'il est au Masters et que limite, il prend conscience que maintenant il est dans le top du top et qu'il perd un petit peu, je trouve qu'il perd ses moyens et qu'il n'arrive pas à jouer comme il le doit et tu sens un peu ses limites tactiques, techniques. Alors,
c'est un peu dur de dire ça parce que non mais c'est dur. Mais sur ce match-là, à un moment, il doit lui rentrer dedans, il doit conclure, et il le fait pas. C'était quand même un jeu d'échecs pendant tout le premier set. C'était à celui qui trouvait sa petite zone, son machin, son Pourquoi ? truc. Parce que Rafa joue pas bien. Rafa ne jouant pas bien, il a utilisé un autre stratagème qui est essayer de faire jouer, trouver des angles, les petits slices pour faire baisser à la Chardy à Bercy. Pour l'attirer un petit peu au filet. Et ça, tu verras l'année prochaine, on en rediscutera, on aura le temps. Le nombre de joueurs qui vont lui faire maximum de slices pour le faire descendre, pour le faire monter au filet. Là, on a trouvé un peu les limites de Medvedev. Mais je trouve que mentalement, Rafa, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est tout simplement exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a, non, parce que je lis un peu ce qu'on nous dit sur les différents supports, que ce soit sur le chat, sur Winamax ou sur YouTube. Ils sont très actifs sur YouTube. J'ai pas suivi le match, il sait pas c'est quoi, gros lapin. Ah bah gros lapin, il faut se réveiller. Gros lapin. Il travaille peut-être, gros lapin. Premier set, donc on parle de Medvedev-Nadal, d'accord ? Premier set remporté par Medvedev au tie-break, 7-6. Le gars, de toute façon, n'a plus... Avant ce Masters, Medvedev n'avait plus perdu un tie-break depuis Montréal. C'est quand même dingue. 12 tie-breaks joués depuis Montréal, 12 gagnés. Il arrive, il joue Tsitsipas, premier set tie-break, il le perd. Alors tu te dis, merde, là, effectivement, prise de conscience peut-être du Masters, du niveau de ces mecs qu'il a contre lui, mais réussit à gagner le tie-break au premier set contre Nadal. Donc tu dis, et le Rafa, comme l'a dit Juju, il n'y a pas de longueur de balle. Tu sens que le mec, il n'est pas bien réglé, il n'arrive pas à avoir de longueur de balle. Ça va vite, hein. On ne se rend pas compte à la télé, mais je peux te dire que ça va vite. Ça tape, ça cogne, mais il n'y a pas de longueur de balle. Donc, Medvedev, lui, il est sur sa ligne, bam, 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 il balance ses pruneaux, il serre le feu. C'est hyper compliqué pour Rafa. Et comme par hasard, dans le deuxième set, tout d'un coup, le Rafa se libère un peu le bras. Il fait 3 fautes dans le deuxième set. C'est complètement dingue. Ouais, après, je pense qu'ils ont un peu fumé au niveau des stats, parce qu'ils disent un peu... le Djoko hier, qui avait fait genre 2 fautes directes sur l'ensemble du match... C'est Coco qui doit faire les stats du Masters. Enfin, le mec... Non, mais après, c'est hyper aléatoire. C'est subjectif, aléatoire. Qu'est-ce qu'une faute directe ? Ah bah non, mais t'es formé. En tant que statisticien, je l'ai fait pendant 3 ans. Je peux dire que normalement, tu sais faire la différence. Bah lui, il est déformé. Alors. Bah ouais. Enfin, toujours est-il que Nadal retrouve de la longueur de balle. C'est plus du tout le même match parce que là, il fait reculer Medvedev. Il peut glisser ses petites balles courtes qui obligent Medvedev à avancer. Là, il sait plus trop quoi faire. Donc l'autre lui remet une balle longue. Enfin voilà, on a le jeu qui permet de battre Medvedev. Parce que beaucoup sur YouTube parlent de faute professionnelle, de Medvedev qui perd le match, et c'est pas Nadal qui gagne, c'est Medvedev qui perd le match, nous dit Grey75. Lazare nous dit c'est une faute professionnelle. Il a pas mis un coup de coude. Faute professionnelle, c'est un peu violent, mais effectivement, quand il mène 5-1 avec double break, il ne doit pas perdre ce match. Vu surtout sa qualité normale de service. Et de service. Après, le mec, effectivement, il faut pas oublier que ce gars-là, il y a 2 ans, était il y a très loin. Et il a bossé comme un dingue avec une psy qui bosse dans le milieu du sport. Qui est là dans sa boxe. Voilà, Francisca Dosek qui est là et qui justement essaye de comprendre le bonhomme. Et c'est pas simple, je vous le dis tout de suite, mais voilà, elle lui a permis d'essayer de se structurer mentalement, psychologiquement. Mais tu te rends compte que là, sur la fin de ce match, le mec est complètement sorti. Mais tu vois, à la rigueur, quand il sert la première fois, tu te dis, il doit conclure, il le fait pas. Mais par contre, quand ça arrive à 5-4, là, Nadal revient et tout ça, il passe moins de première balle. Tu sens que dès qu'il perd un point, il se retourne vers Gilles Servera, il lui fait à chaque fois comme ça. Et il perd un peu les pédales. Mais ce que je trouve dingue, c'est que quand tu vois sa saison, il fait une saison exceptionnelle et que le mec a quand même des lacunes qui sont pour moi assez flagrantes. Les balles basses, il a du mal, il compense énormément avec le coude en coup droit. Au filet, il est pas terrible non plus. Tu vois, il a quand même des lacunes, il est arrivé à faire cette saison-là. Donc maintenant, est-ce qu'il est capable à l'intersaison de... Après, il n'avait pas encore perdu. Voilà. Il est encore en course. Et on rappelle, de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est une saison extraordinaire qu'il a réussi à faire. Et comme tu le dis, en plus, avec une capacité de pouvoir progresser qui est quand même très intéressante. Après, on se rend compte aussi, quand on voit ce genre de match, et c'est pour ça que Nadal, Federer et Djokovic, et même Wawrinka à un moment, et aussi Murray à un moment, sont devenus des monstres, parce qu'il y a rien qui arrive à fissurer leur concentration. C'est ça qui est fou. Quand tu vois Nadal au début du 3e set, alors qu'il a fait 2 fois le break dans le 2e, on se dit c'est bon, ça y est, il est lancé, il peut plus perdre. Et ben boum, il se fait breaker d'entrée dans le 3e. Et tu sens dans son body language, qui est rarissime chez lui, que le mec n'y est plus trop, quoi, tu vois, fatigué, ou je sais pas, ou peut-être un pépin physique, on n'en sait rien, de toute façon, il le dira jamais. Mais toujours est-il que le mec se remet là-dedans. Et c'est pour ça que ces mecs sont des monstres, des monstres.
Touti sur YouTube nous dit et pourquoi Nadal ne serait pas le futur vainqueur du Masters. Il envoie un message fort à ses adversaires. Est-il enfin lancé pour vous? Non, je pense tennistique. Il a le mental, mais je pense que tennistiquement, il est un peu court pour aller chercher. Alors, là, il y a quand même des joueurs qui jouent extrêmement bien, et je pense qu'il y sera pas. On va pas parler de gagner le Masters, mais on rappelle les clés qu'on a pour l'instant dans ce groupe-là. Ce soir, il y a Zverev qui va jouer contre Tsitsipas. On en parlera tout à l'heure. Ah bon, pardon, excuse-moi. Ah d'accord, tu voulais aller tout de suite. Mais non, c'était pour expliquer que Nadal et Zverev, Medvedev, pour l'instant, ne sont pas éliminés. C'est ça. D'accord. Donc, si Zverev bat Tsitsipas ce soir, tu peux te donner les enjeux. Zverev est qualifié pour les demi. Et le Tsitsipas-Nadal aura le même enjeu que le Federer-Djokovic de demain soir. Exactement. Voilà. Mais on va parler, oui. Je peux juste finir un truc sur Nadal. C'est que c'est là où, d'autant plus monstrueux, c'est qu'il sent pas bien la balle. Il trouve quand même une sortie pour se concentrer plus, voilà. C'est là où c'est fabuleux, c'est que le service fonctionne pas, hop, il va se positionner sur autre chose. Il arrive quand même à trouver à chaque fois la parade pour essayer de s'en sortir. Et ça, je trouve ça fabuleux, parce qu'il y a des joueurs, dès que le service marche pas, je peux pas gagner, je lâche les armes. Eh ben non, il faut essayer de trouver et puiser dans ses ressources pour trouver la parade. Et c'est ce que fait incroyablement bien Nadal. Je dis bravo. Bravo. Mais oui, mais parce qu'on est toujours là. Nadal, c'est une brute. Mais non, le mec réfléchit en permanence. C'est comme, tu vois, les gens qui parlent de Federer. Dès que Federer fait pas des coups de génie, il est nul. Il joue pas bien. Mais le mec fait tellement des coups incroyables que quand il est normal, c'est ça. Il joue pas bien. Mais non, le mec est juste normal. C'est que ce jour-là, le revers fonctionne un peu moins bien ou le coup droit. Donc, c'est, comme je le dis, je le répète, vous faites 70 matchs dans la saison. Il y a 2 matchs où tu marches sur l'eau. Le reste du temps, tu te bats. Après, on rappelle que c'est un match qui a duré 2h46 minutes. Où, effectivement, Rafa n'est pas réglé. Ça se voit. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, il n'a pas pu véritablement s'entraîner avant d'arriver pour ce Masters. Donc, il a besoin de match. Ce match-là va lui faire du bien, certainement. Mais je pense qu'il a quand même un petit problème au niveau du pied, au niveau de son poignet, qui l'emmerde depuis la Lever Cup, main et poignet, là. Donc, voilà. Est-ce qu'il va être capable de continuer à frapper comme ça, comme un mutant? Parce que tu es obligé de jouer comme un mutant sur ces matchs-là. Puis après, derrière, aller faire la Cosmos Piqué Davis de mes deux là, à Madrid. Restons corrects, nous allons couvrir cet événement. Mais bien sûr, mais on va couvrir cet événement pour voir. Bien évidemment, il n'y a aucun souci. 10h15 d'ailleurs. Et je peux te dire que Piqué, là, qui est dans son building de multimilliardaire, il doit être en train de se dire, si jamais Rafa me déclare forfait, mais c'est une catastrophe nationale. Donc je pense qu'il n'a pas le choix. De toute façon, Rafa sera obligé d'aller à ce truc-là. On va passer à un autre très très beau match que vous avez sûrement suivi. C'est celui entre Djokovic et Thiem. Qu'est-ce qu'il y a? Pour 1 euro sur votre compte. Non, là c'est pour c'est dans l'émission. C'est pas tout le temps. On va parler de ce match-là parce que oui, Djokovic est tombé face à Dominic Thiem au terme d'une bataille incroyable de 2h47. Une victoire méritée, mon cher Juju. Il a été extrêmement agressif, l'Autrichien. Il est resté fidèle à son plan de jeu. C'était exceptionnel. Alors après, on pourra dire qu'il fait un peu bourrin, qu'il a fait des fautes directes, mais pour battre un Djokovic comme Djokovic joue, t'es obligé de faire des fautes, t'es obligé de tenter. Mais voilà. 50 coups gagnants sur Djokovic en indoor, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais il est venu vers l'avant, il a raté quelques volets, mais voilà, il avait son schéma de jeu, c'est essayer de l'agresser, de bousculer. C'est ce qu'il a fait très très bien. Et ce que je trouve fabuleux, c'est qu'il a même sur certaines phases de jeu gêné plus Novak Djokovic par son revers qu'avec son coup droit, qui est normalement son point fort. Et puis mentalement, il a aussi tenu, parce que mine de rien, il sert quand même pour le match dans le 3e set, il fait un jeu plutôt moyen. Djokovic revient et il s'en sort dans le tie-break. Pour moi, je trouve ça... C'est un des matchs clés de la saison sur le circuit. T'as le droit de remettre l'image ou on va se faire interdire? On va rejouer. Non, on va pas rejouer. Non. Si vous avez pu voir ce point... Je ne sais pas si vous avez la position de Djokovic qui, là, ça me pose un problème. Pour moi, là, Djokovic, je ne sais pas s'il est complètement libéré au niveau de son esprit, justement, sur cette course pour la place de numéro mondial de fin de saison. Et que tu disais hier qu'il était juste dans un tout petit coin de sa tête, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment un enjeu majeur pour les deux. Je pense que c'est dans un coin de sa tête, mais c'est un être humain comme tout le monde. Donc, quand un match se passe de cette façon-là, avec tous les rebondissements qu'il y a eu, à un moment ou à un autre, tu sais très bien que si jamais tu perds un match de poule et que Nadal en gagne un, ça va être très compliqué. Ils le savent, t'inquiète, ce sont des ordinateurs sur pattes, ces mecs-là se souviennent de tout. Donc je pense qu'à un moment, il s'est fait un peu rattraper quand même par ça, parce qu'il y a eu des périodes dans ce match
où il est quand même très attentiste, ce qui n'est pas du tout le cas de Djokovic en général sur le Masters, où il est très agressif, campé sur sa ligne de fond de cours. Là, il y a eu des périodes où il attendait. Ah, mais l'autre lui a lâché des ogives. Mais quand tu vois la qualité de balle qu'avait Thiem... Oui, mais il commençait de loin, alors que Djokovic ne commence jamais de loin. J'ai trouvé ça très bien sur certains passages. Donc, je suis curieux de voir ce match. On n'en parle pas ce soir, on en parlera demain, parce que c'est à 21h demain. Ça va être énorme. Et ce Djokovic-Federer... Alors, on rappelle quand même que Thiem, ça y est, c'est bon, il est qualifié pour les demi. Et maintenant, la deuxième place se jouera entre Djokovic et Federer. Comme tu l'as dit, Benoît, ce sera demain à 21h. Ouais. On rappelle que si Federer gagne, Rafa reste numéro 1, peu importe ce qu'il se passe. Et si Djoko sort des poules... Si Federer tape Djokovic. Ah, bah oui, bah il est éliminé. Ah, bah oui, non. D'accord. Et si Djoko sort des poules, il doit absolument remporter le Masters pour être numéro 1, maintenant, avec la victoire de Rafa. Il est obligé de gagner le Masters, mais avec une seule victoire en poule. C'est possible. Voilà. C'est bon ? On est bon ? Il resterait au-dessus de Nadal. Sauf si Nadal gagne son deuxième match de poule. Parce qu'il y en a, il a tout besoin. En début d'émission, il me dit je garde mon téléphone parce que j'en ai besoin pour tout vous expliquer. C'est le moment, prof de mathématiques. Vas-y. Si Nadal gagne, si Nadal gagne ses 2 matchs de poule, mais ne sort pas de son groupe, il aura 9 985 points. Ça veut dire que Djokovic est obligé de gagner le Masters avec une victoire en poule, ça lui suffira. Mais imaginons que le Nadal sorte de sa poule et aille en demi-finale, je peux dire que là, ça va devenir très compliqué. Les choses sont claires pour Djokovic, de toute façon, c'est gagner. Voilà. On en parlera de ce match-là, de Djokovic face à Federer. Ce sera demain à 21h. Voilà pour Dominic Thiem qualifié. Dominic Thiem, futur vainqueur du Masters. Ça te plaît, cette idée, mon cher Julien? Figure-toi que j'ai la cote, c'est à 4,50. Ah bah alors tu vois, mine de rien, je regardais entre hier et aujourd'hui, il est quand même passé de 9 à 4,50. Eh ben oui, parce qu'il a quand même battu Federer. Non mais je suis d'accord, mais bon, il fallait miser hier les enfants. Bah oui, mais ça c'est le but. Hier, tu nous annonces aussi cote à 9 le 2 intime. Bah T'as été hésitant en voyant 9. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, mais j'étais sur la victoire. Oui, mais bon. Et on rappelle, dans un match de chien, parce que c'était un match de chien hier contre Djokovic, il a 4 possibilités de faire le break. Il convertit les 4. Ah, il a été monstrueux. Et il a été bon aussi sur les balles de break de Djokovic, parce que c'est rare que Djokovic s'est procuré 8 balles de break, il en a fait que 2. Non, mais c'est dingue. Il a pas hésité à enchaîner des services volés comme il l'avait fait à Pékin, et je trouve qu'il joue. Alors, ça reste quand même assez bourrin, quand même, parce qu'il est quand même dans la puissance, Dominic Thiem, mais il commence à mettre quand même de la subtilité à venir enchaîner un peu les points au filet, et moi ça me plaît, parce que j'en ai marre de voir les mecs frapper. À un moment, il faut donner de la variation, perturber l'adversaire. C'est ce qu'il a bien fait hier. Non, mais l'évolution de Thiem sur l'ensemble de cette saison 2019 est complètement dingue. Alors, c'est bien que tu en parles. Je ne sais pas si c'est Massou ou pas Massou qui lui a permis de passer à ça, mais c'est dingue. Ce qui est marrant, c'est que pourtant, Massou, quand il était joueur, c'était un peu bourrin, quoi. Ah bah oui. Tu vois, il était sur sa ligne de fond et puis il envoyait, il frappait. Total bourrin. Et effectivement, alors il y a aussi peut-être je sais pas si c'est une raison, mais son papa le suit beaucoup plus depuis quelque temps. Wolfgang Thiem, son père, est revenu un peu avec lui. Le fait qu'il ait mis Breznik de côté, est-ce que aussi il a pas changé sa façon de s'entraîner? Est-ce qu'avant il n'était pas beaucoup plus dans le temps de jeu, dans la quantité que dans la qualité? Mais en tout cas, là il a fait 2 matchs tout simplement exceptionnels, que ce soit sur Federer et Djoko. Federer et Djoko. On parlera de son match contre Berrettini qui aura lieu demain. Thiem Berrettini. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il joue ce match à 200% Ça, c'est emmerdant. C'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Je vous ai boosté le Thiem premier fort. Alors là, les amis... Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Non, mais le mec, c'est Dominic Thiem. T'es au Masters, tu calcules pas. Alors là, je vais te dire... Là, c'est pas du football, c'est pas du foot ou je ne sais quoi, quand tu fais des calculs à mord-moi le nœud pour pas jouer un tel ou un tel. Les mecs, là, au Masters, le mec, il est là pour gagner. Il va pas dire, non, j'en garde un peu sous le pied, je vais pas faire un... Non, mais après, Berrettini va jouer sans pression. Non. Je dis pas qu'il va en garder sous le pied, mais les 2h47 contre Djokovic... Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur le court, il va faire quoi? Perdre 6-2, 6-2 ou 6-3, 6-3? Non, mais il va en 1h05 ou en 1h20? Il va peut-être pas mettre la même intensité qu'un match coup près. Moi, je suis un peu d'accord avec Benoît là-dessus. J'ai mis premier fin dans la cote boostée. J'ai mis premier fin. Et c'est pas une question. Pour couvrir. C'est pas une question des 200 points, c'est pas une question. Toi, tu vois du Thiem de 0?
Non, on en parlera, c'est à 15h demain. Je sais pas, mais... Ah mais là, on en parle. Mais C'est le match dont on parle là maintenant. De demain, 15h, juste Mais on en rapidement. parle. Oui, Eh ben, moi, je mettrais Berrettini. Non. Moi, je mets Berrettini. c'est le moment de cliquer pour toi. Non, mais je mets Berrettini parce que pour une raison simple. Ouais, mais après, j'ai dit Djokovic contre Thiem. Moi aussi. Mais je mets Berrettini pour une raison simple, c'est que pour moi, là, ce qu'a fait Thiem contre Djokovic, c'est pas normal. Il a fait un match qui n'est pas normal. Donc, soit il est capable de faire ça tout le temps, et il est numéro 1 mondial, et il gagne tous les tours de Grand Chelem pendant 10 ans. Donc ça veut dire qu'il a fait 2 matchs anormaux, Anormaux, ouais, c'est mieux. en 3 jours. Pourquoi Federer Ah, quand même Federer. Mais Federer, c'est pas. Non, mais c'est pas du tout le même jeu, Federer. Tu vois, ça n'a rien à voir. Tu vois, Berrettini, ça va être pruneau sur pruneau. Et comme dit Marie, le mec, voilà, lui, il a une mission. C'est être le premier Italien à gagner un match au Masters. C'est ça. Point barre. Donc, le mec, il va jouer contre un team qui, potentiellement, est qualifié. Qui veut être le premier Autrichien à gagner le Masters. Bah oui, mais il n'a pas besoin de ce match. Là, pour l'instant, il n'a pas besoin de ce match. Non, mais Et c'est pas une question. Sincèrement, c'est pas une question d'avoir besoin ou pas besoin du match. Tes joueurs, tes compétiteurs, tu fais pas des comptes d'apothicaire pour en garder au Basics. Mais non. Non, mais tu suis les Masters depuis aussi longtemps que moi. Tu sais très bien que des fois, il y a eu des mecs qui étaient qualifiés et qui ont commencé à réfléchir sur qui ils allaient potentiellement. Puisqu'on rappelle que le premier de la poule va jouer le deuxième de l'autre poule. Donc après, il y a des mecs qui peuvent commencer à réfléchir. Oui, mais il le saura pas. Il le saura pas, mais en tout cas, il sait qui sort. Ça c'est sûr. Allez, il y a un match par contre à Ange ce soir à 21h. La deuxième affiche du groupe Agassi, ce sera Tsitsipas contre Zverev. 5e affrontement. Le Grec qui mène pour le moment 3-1. Il reste d'ailleurs sur 3 victoires consécutives. Mais l'Allemand semble quand même, mon cher Benoît, retrouver son meilleur niveau. À Londres, il est tenant du titre. On le rappelle, Alexander Zverev, est-ce qu'il va pouvoir s'affirmer encore plus? T'as vu qu'il est favori, Zverev, bon, tenant du titre. On en a parlé avec Obésix parce qu'on a pris l'apéro avant de oui, où j'ai été cordialement invitée, mais j'ai dû décliner parce qu'il faut un peu de sérieux dans cette émission. Je trouve sincèrement que tu déclines très souvent les apéros. Voilà. Alors, n'invitez pas la Marie à l'apéro, de toute façon, elle vient jamais. Donc voilà, on s'est pris un petit apéro avec Obésix et nous avons discuté sur ce match. Et donc, bien évidemment, nous ne sommes pas d'accord. Donc, Obésix voit Tsitsipas. Je le suis. Et je vois Zverev. Obésix, pourquoi Tsitsipas? Tout simplement parce que, il a gagné son premier match, donc il est en forme. Comme Zverev. Oui, mais il a le jeu pour venir gêner un Zverev avec son petit slice, avec ses montées au filet. Et pour moi, son jeu de variation va gêner Zverev qui, mine de rien, même s'il a mis 2-7 à Nadal, tu vois, il fait le break, hop, il fait 2 doubles. Il va s'en mêler un peu les pinceaux. Et moi, le jeu d'attaquant, le jeu agressif de Tsitsipas, je le vois gagner ce soir. Alors, je te dis pas si c'est en 3-7. C'est un match très ouvert. Hein. Je suis partie sur le 3-7 Tsitsipas-Zverev parce que c'est souvent serré mais quand même. Je t'avoue que je sais pas si ça sera 2 ou 3-7, mais par rapport à je pense que Tsitsipas a retrouvé vraiment son. Il a eu un petit coup de moins bien là, il y a quelques temps, mais moi je le vois bien, il joue, il est concentré, il est appliqué, il a fait un bon match sur Medvedev, il sent bien la balle, son jeu agressif et de venir chercher les points vers l'avant vont perturber un Zverev qui aime lui frapper au contraire en cadence de fond de cours, et Tsitsipas va gagner. Mon cher Benoît, toi c'est plutôt du côté de l'Allemand que tu vas aller, c'est très très partagé sur les deux chats. On a de tout, du Zverev et du Tsitsipas. C'est pour ça que c'est super intéressant. Moi je me souviendrai, leur affrontement à Shanghai, ils se sont rejoints en indoor après, je sais plus où, à Vienne je crois, peut-être, un truc comme ça. Non. S'ils sont joués en indoor, après Shanghai. Non, ils ont joué à Pékin. À Pékin, ils se sont. C'est à Pékin? Ouais. C'est pas Shanghai? Non. Enfin bon, extérieur, rapide. Et je vous avoue que pour moi, Zverev, c'est un lancer de balle très haut. Donc c'est le genre de joueur qui justement est très emmerdé avec son service quand il joue en extérieur. Ça n'a l'air de rien, mais vous avez toutes les merdouilles extérieures, si vous avez joué au tennis, du vent, n'importe quoi, le soleil. Indoor, comme par hasard, le Zverev, il est quand même très costaud. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas ces perturbations extérieures. Et là, justement, il peut se régler sur son service. Et je trouve qu'il a été parfait au service contre Nadal. Je ne parle pas des échanges du fond du court, je parle de sa qualité de service. Pour moi, sa qualité de service est supérieure à celle de Tsitsipas. Et je pense que Tsitsipas va vouloir faire un petit peu comme contre Berrettini, comme contre Medvedev, c'est-à-dire un peu cette attaque à outrance, de venir au filet, d'essayer de raccourcir les points, parce que c'est un petit peu son jeu, il est porté vers l'avant.
Et contre Zverev, ça peut lui jouer des tours. Parce que je pense que l'autre peut très bien s'en servir comme cible. Donc, si tu commences à partir sur des échanges de fond de cours, eh ben, je trouve que dans ces conditions-là, le revers de Zverev à deux mains va être plus régulier que le revers à une main de Tsitsipas. Je crois que ce qui rend nos amis frileux, c'est la saison globale de Zverev. Oubliez la saison globale de Zverev. Oubliez, nous sommes au Masters, il est tenant du titre, il a battu Federer en demi-finale l'an dernier, Djokovic en finale l'an dernier, Nadal au premier match là cette année, et il joue Tsitsipas. C'est pas des mecs qui s'apprécient plus que ça. Hein. Là, c'est la guéguerre tous entre eux, parce que là, ils veulent le steak tous là. Hein. Donc ça va être la guéguerre, quoi. Et j'avoue que mentalement, il parle d'inconstance beaucoup là. Je vois Gros Lapin. Oui, mais là, je suis d'accord. Je vous suis sur l'inconstance, mais n'oubliez pas l'usure mentale. Et l'usure mentale sur cette saison, elle sera pour moi du côté de Tsitsipas, pas du côté de Zverev. Tu sais ce qui va se passer. La clé du match, ça va être le service de Zverev, qui potentiellement peut refaire les petites erreurs qu'il a eues cet été, quelques doubles fautes au moments cruciaux. Pas en indoor. On vous rappelle donc une victoire de Tsitsipas pour Julien Varlet. Tu es obligé de te mouiller un petit peu. Hier, t'as pas osé aller sur le 9 Dominic Thiem 2-1. Là, il va falloir aller un peu plus loin. Tu vois Tsitsipas à 2-10 déjà, ça tu prends tous les jours, mais ensuite... Alors, après, quand tu regardes les cotes, il y a 2-0 Tsitsipas 3-25 et 2-1 4. Donc, allez, j'ai envie de partir sur 2-7-1. Et oui, en plus, c'est bien parce que ça va dans la cote boostée qu'on vous propose aujourd'hui. On va vous la remontrer. Regardez 3-7 entre Tsitsipas et Zverev. Mais là, on est assez d'accord tous, à part Evinctus sur Wina qui nous dit Zverev 2-0. La majorité des gens partent sur du 3-7 quand même dans cet affrontement. Toi, mon cher Benoît, tu partirais aussi sur Zverev, du coup. C'est dur pour Medvedev, parce que si Tsitsipas gagne en 2-7, Medvedev est out. C'est ça. Il y a un truc intéressant, c'est Mikel29 qui dit, oui, effectivement, Zverev perd sur Shapovalov à Bercy. Sur le cours numéro 1. Sur le cours numéro 1, un style de jeu qui se rapproche un petit peu, alors même si Shapovalov est gaucher, mais un style de jeu qui se rapproche un peu de Tsitsipas. D'accord. Donc là, tu un gaucher et un droitier. D'accord. Mais toi, ça te dérange pas? Okay. Non, mais non, c'est un joueur qui est agressif. Dans la diagonale, c'est vrai que ça change absolument rien. Non, c'est un joueur qui est agressif. C'est ça que je veux dire. Ouais, super. Okay. La dernière fois qu'on boit un apéro avant l'émission. Oui, voilà, vous voyez ce que ça donne maintenant. N'importe quoi, là. Et alors toi, mouille-toi, mon cher Benoît. Zverev en quoi? En 2, en 3? En 3, comme ça, tu valides la cote boostée? Oui. Évidemment, oui. Puis en plus, t'as 3,60. Mais après, je vous rappelle, c'est quand même exceptionnel que l'on ait là les deux derniers matchs en 3-7, parce que c'était rarissime les matchs en 3-7 au Masters. Donc, mais effectivement, je vois pas comment l'un des deux peut réussir à bouffer l'autre en 2-7. Ou un 6-2-6-2. On est d'accord. T'imagines? Je ne crois pas non plus. Mais bon, on sait jamais. Ces mecs-là sont tellement dans un autre monde. Mais j'avoue que je vois Zverev. Je vois Zverev. On vous rappelle aussi qu'en ce moment, il y a un match en live. Le match, alors on part sur du double. Bah ouais, il y a le double. 2-1 pour l'instant dans le premier set pour notre paire française, Herbert Mahut. Vous dire aussi que Cabal Farah ont perdu, eux. Voilà, donc notre paire française qui est d'ailleurs qui était favori dans les cotes en termes de victoire finale. Et excuse-moi, c'est dingo, parce que c'est Pierre-Hugues qui a posté ça sur Instagram. J'ai trouvé cette photo absolument géniale. Il a gagné Wimbledon Junior en 2009, il y a 10 ans, avec Kravitz. Et donc tu te dis, ouais, ces mecs-là, bon, allez, ils jouent, ils se connaissent pas plus que ça. Ils sont en train de jouer contre. T'imagines que le mec, il a gagné Wimbledon Junior avec, et il disait, les retrouvailles sont énormes. Mais il les avait tapés à Bercy, en demi-finale. Pierre-Hugues et Nico les avaient tapés en demi-finale. Plutôt sérieusement. Sérieusement, voilà. Donc c'est tout à fait jouable pour eux, et de toute façon, on croise les doigts pour qu'ils passent, parce qu'ils méritent la mort. Exactement, et nous on croise les doigts pour vous faire gagner plein d'argent. Mais quel kiff. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de ce Masters. Énorme. Toi, autant les filles, on les attendait, ça a été un four total. Énorme. Et là, les mecs, waouh. Énorme. Ce que je trouve bien, c'est qu'on pensait qu'ils allaient tous arriver un peu cramés. Et en fait, chacun arrive à... certains sont un peu cramés. Oui, mais tu vois, Rafa, il est un peu rincé, mais il s'en sort quand même aujourd'hui. Et je trouve que, voilà. Et puis, je pense aussi que cette nouvelle génération... Ils y vont, quoi. Voilà. Tu vois, c'est en train de désacraliser, ouais, ils sont en train de vraiment concurrencer. Après, ils n'ont pas encore pris le pas, mais tu vois... Thiem a un bon ratio en 2019 contre Thiem, c'est pas de la neige. Arrêtez, oui, c'est Thiem vrai. a 26 balais. Il est au milieu. Thiem a 26 balais. Thiem joue ces mecs depuis des années. Il est au milieu, d'accord, il est au milieu. Ce mec... C'est le lien entre la next-gen et... C'est son quatrième Masters, Thiem. Il n'est jamais sorti des poules. Tu as raison. Je ne sais même pas s'il a gagné un match. Jusqu'à présent, je crois que même pas il avait gagné un match au Masters. Donc,
Ça n'a rien à voir. C'est un middle gen, nous dit Ok. Michael 29. Yeah, middle gen, middle ça gen. nous plaît bien. Allez, on va vous faire gagner de l'argent maintenant. Ça se passe sur le chat Winamax. Donc sur YouTube, il faut migrer sur le chat Winamax. casse Qu'est-ce tout qu'il y a? C'est pas un spécial Berdych, rassure-moi. Non, Ah non, bon on en parle juste après de Berdych. On nous l'a demandé sur Twitter d'en parler. On va en parler. On va parler de Cibulkova aussi également. On va vous dire pourquoi. Mais avant, on fait gagner un peu d'argent. C'est parti. Bah, c'est toujours sur Londres, point d'exclamation quiz. Team Julien, team Benoît, 5 € par bonne réponse. Royaume-Uni, pour vous, capitale. Les amis, c'est pas Big ça. Ben. Non, mais c'est pas simple. Piqué C'est du pas service. forcément le quiz le plus simple. 5 € par bonne réponse, on y va. Où se déroulait le Masters en 2000? C'est Lisbonne. Lisbonne, Sydney, c'est 2001. J'y étais, C'est j'y étais, Lisbonne, je commentais c'est Lisbonne, avec c'est Pathé. Qui s'était imposé d'ailleurs? Gouga. Oh là là, bah, il y était, donc c'est facile. Ah je non, savais mais pas. Bah si, Gouga, il est rapide. c'était face à Agassi. Bien sûr. 2-0 pour J'avais l'instant été au pour la restaurant team avec Benoît. Marat Safin la veille des demi-finales. C'était pour te dire. Comment est-il, Marat Safin au Non, restaurant tu es en pleine bourre. Combien de titres pour Agassi au Masters? 2. Non, un seul en 90. Contre Becker. Exactement. Qui détient le record du plus grand nombre de matchs gagnés consécutivement? Dendel. Djokovic. Point pour Juju. 15 matchs de 2012 à 2015. On en est à 3-1 pour le moment. Combien de finales Oh putain. remportées ou non par Federer? Combien 10, de finales? 10. Oui. 3. Celle-là, elle est belle. Rapide. Celle-là, elle est belle, hyper rapide, juste. 10. T'as même pas regardé sur ma feuille. Mais non. Non, Mais pas non. de triche dans Ta son feuille, filet. ta feuille. 4-1 pour le moment pour Benoît. Combien de finales disputées par Rafa? 1. 2. 2. 10 et 13. Exactement, 10 et 13. Il a toute la fiche en tête. Ça fait donc 5-1 pour l'instant pour la team Benoît. On nous dit Benoît en quiz, il est presque injouable. Ah non. Pas toujours. Qui est le seul Espagnol à avoir remporté le Corrija. match? Corrija contre Moya en 98. Ouais, mais Putain, trop tard. 2-7-0 pour Moya. Il s'est rappelé la finale de Lendl qui avait gagné Mais comme ça. tu sais pourquoi je vais aussi accorder un point à Benoît parce que Ah non Pourquoi Ah non, je suis pas d'accord. Attends, non, La- non, ah non, Bah ah non, non. mais tu t'en fiches, c'est pour gagner des Non, sous je te pour dis pourquoi. ça. Bah, Ils ont mais choisi. c'est pas du jeu. je te dis pourquoi. C'est parce que la prochaine c'était une finale 100% espagnole qui renverse Correja. Moya. C'est ça. Donc tu vois, il l'avait en le disant. Bah non, mais c'est n'importe quoi ton jeu. c'est- Alors déjà, je me fais entuber quand on fait du ping. c'est Et en vrai. plus maintenant, tu accordes vrai. des points parce que Eh, monsieur c'est sort la vrai. réponse. C'est vrai. Non, mais attends. Est-ce que On vous se avez- calme. Vous l'avez vu je sais plus qui. Il y a Kevin un qui a sorti Kevin. la vidéo. Kevin sur Twitter La VAR. qui nous a sorti la vidéo au ralenti du point qu'on a volé Benoît et moi à Julien. Je suis très sportif. Il est très très bon. Mais ce que tu viens de faire est pas beau. Non mais on l'a laissé. On me valide dans le chat que j'ai pas rajouté un point à Benoît. Regarde, Bosch, il dit Voilà, Moya avait un short bleu 5-2, et des ça reste chaussettes 5-2. noires. Non, il avait pas de. Non. Des chaussettes noires, Moya. On va aller regarder ça. 5-2, j'ai enlevé ton point, hein, c'est pas grave. Je veux pas la faire à Bah, l'envers. non, mais à c'est Julien. pour celui En qui avait plus, c'est décidé. vrai. Alors toi, vraiment, t'es dégueulasse. Eh ben, je lui donnerai de l'argent. Ouais. Donne-lui un bon pari, comme tu as fait sur Dominique Thiem. Quand Dimitrov s'impose en 2017. Ah, c'est pas fini Bah non. Qui Il a battu bat-il? Goffin. T'as pas attendu la fin de la question. En demi-finale. Federer. Parce que c'est énorme. Non. Quand Dimitrov s'impose. Non, Qui non, renverse- non. En 2017, je parle de 2017. Qui était en demi-finale du Masters en 2017? Bon, c'était Ouais, mais c'est un mec qui a sombré, les gars. c'était des pauvres Soc. demi. Soc. Ouais, c'était Point des pour pauvres Juju. demi, ouais. Soc qui sombre, hein. C'est un truc. Non, mais c'était un Masters incroyable. Qui composait l'autre demi en 2017? Oh là 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 là. Ben, Goffin, Et Djokovic. non. Non, Federer. Ouais, allez, point pour Juju, c'est la remontée de Juju comme Rafa. 5-4. Quelle est la plus grande performance de Berdych au Masters? Demi. Oui, en 2011, il perd sur Tsonga. Il a participé 6 fois au Masters. Notre cher Berdych a fait 5 partout. 25 € pour la team Benoît, 25 € pour la team Sincèrement, on est plutôt bon. hein, quand même. Julien. Ça répond- Excellent. On parle évidemment de Berdych parce qu'on va finir avec Berdych. Thomas. Petite annonce ce matin, alors ça devait être une surprise, ça ne l'est plus. Berdych qui prend ça, c'est un peu écœurant de lui avoir fait ça. J'aurais bien aimé sa Bon. petite... Bah si, moi je trouve ça triste d'avoir sorti l'info avant lui, mais bon. Il prendra donc sa retraite, Berdych, 13 titres, on le rappelle, dans un sacre à Bercy. Il a fait partie pendant 2005 contre nombreuses Ljubicic, 5-7. années. Et sa finale. Non, mais- Ah oui, Ah oui, bah contre oui. Nadal, il perd contre Nadal. Et il bat En Federer et 2010, Djokovic. c'est ça. Non, mais voilà, ça a été quand même pendant longtemps un Les mecs, pilier ils deviennent dingues. du circuit ATP. Qu'est-ce que vous allez retenir? Il n'est pas mort. Hein. Eh ben, tu Qu'est-ce sais qu'on va ce retenir de que, tu Berdych sais ce que le moi je vais joueur retenir Oui. Sa femme.
Ouais, c'est vrai. Hein. Oh non, mais. Alors, c'est vrai. Alors, Attends, elle ça est t'arrange. sublime. Oui, mais Alors, là, t'as Benoît et là, t'as Ouais, Julien Marley. merci. Moi, ce que je vais retenir, c'est des regrets. C'est des regrets que ce joueur avait une technique fabuleuse, un physique incroyable, un service incroyable, une belle volée, et qu'il n'a jamais réussi à faire, ou alors réussi, ou avoir envie de faire évoluer son jeu, à venir un peu plus vers l'avant, parce qu'il s'est entêté toute sa carrière à mettre des parpaings. Ouais, il a essayé avec Stepanek, il avait essayé un moment, ouais. Bah attends, de toute façon, Voilà. Moi, c'est mon regret. j'ai le temps, pour je lui. peux le dire un truc. Ah, bah, t'as le temps, vas-y. Thomas Berdych, pour moi, c'est de l'ordre des Nalbandian, Henman, Ferrer, Mechir, Rios, Tsonga. Rios, il était mondial, là, quand même. Oui, mais ces mecs n'ont jamais gagné un tournoi Grand Chelem. C'est fou. C'est quand même des joueurs qui ont marqué l'histoire du tennis en étant pendant 5, 6 ans, 7 ans parmi les 10 premiers mondiaux. Et les mecs n'ont jamais réussi à gagner. Berdych, c'est la génération de Tsonga. C'est le mec à 34 ans, né en 85. Ben, ces mecs-là, ils pas de chance. Il n'a rien gagné. Quoi? Pas de chance. Pas Non, mais, Bah non, mais il a pas t'évolues rien avec, gagné. Mais bon, Non, mais voilà, t'évolues je sais avec pas quoi. Federer, avec Rafa. avec... Et la deuxième chose, c'est que quand tu vois sa carrière, ce qui est fabuleux, c'est qu'il gagne un Masters 1000, c'est en 2005. Et il arrête sa carrière là. Et quand il gagne en 2005, c'est hallucinant. On se dit le mec, mais putain, il C'est a clair. explosé. Il avait un tennis d'une pureté absolue. Et une dernière anecdote avec Thomas Berdych. J'avais eu la chance de le rencontrer à Indian Wells, ce tournoi d'Indian Wells. On doit être en 98, 99, un truc comme ça. Non, je vous dis des conneries. Non, c'est plus tard. On est en 2004, 2005, un truc comme ça. Et il est en train, quand vous arrivez à Indian Wells, on est dans le désert, comme ça, vous avez toutes les montagnes avec les sommets enneigés autour. Et le site d'Indian Wells, c'est une carte postale, c'est merveilleux. Et quand tu rentres dans le site, tu as les cours, et en fait, tu as une espèce de grand carré d'herbe sur le côté, où tous les joueurs et les joueuses vont jouer au foot, faire leurs élongations, leur préparation physique, comme ça, pendant le matin ou l'après-midi à la cool. Et je vois mon Thomas, qui est là, en train de se préparer, et qui fait des petits travails au niveau des cuisses. Énorme, il a des cuisseaux des cuisses. énormes, Il avait Berdych. des beaux restes Malade. internes. Et le Thomas, comme j'avais déconné avec lui sur sa femme, on se connaissait un petit peu, J'avais loupé la tête de Julien, mais c'était mythique. Mais non, mais c'est parce qu'à un moment, voilà, il était là, il a dragué depuis pas mal de temps, il n'arrivait pas. Elle est sublime, sa femme, mais il n'y arrivait pas. Et je le loupe en fin de saison, et début de saison d'après, paf, il est avec elle sur Twitter, machin, l'amour et tout ça. Et donc je le vois en lui disant, t'as enfin réussi, je vais te poser des questions sur elle. Non, tu parles pas de ma femme. Et là, il est en train de travailler ses petites cuissettes. Et je lui dis, Léon, tu fous rien là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est pas comme ça que tu vas avoir un jeu de jambes. Il me dit, ok, d'accord. Eh ben, tu viens avec moi et puis tu vas faire mes sessions en même temps que moi. D'accord? J'ai tenu, je crois, 30 secondes. Non, mais c'était impressionnant. J'avais les cuisses en fuego total. C'est des monstres. Le mec faisait ça pendant 1 heure, mais des jambes. Ouais. Et des jambes de diplodocus. Énorme. Bien dessiné. Et un tyrannosaure. Vous n'avez pas les mêmes cuisses, mais on espère un beau niveau aussi sur la partie ping-pong qui arrive. Mais avant, on va aussi parler, parce qu'il y a une autre annonce de retraite, c'est celle de Cibulkova. Elle aussi ancienne numéro 4 mondiale, comme Berdych. Tchèque aussi. Qui, quoi? Non, elle n'est pas tchèque. Elle est tchèque. Mais non. Cibulkova, elle n'est pas Elle n'est tchèque. pas tchèque, Non. Cibulkova. Mais elle est quoi? Ben, oh merde. Ah, alors Oh là, je ne dis pas. Quiz, tiens, free bet dans le chat. La nationalité de Cibulkova. Oh les gars, franchement, sérieux. Mais non, Bah elle n'est pas tchèque. Ah, bon sang de Allez, bois. dans le chat, je donne 5 € au premier Oh là. non, celui elle est qui va me donner la... slovaque. Chut. Elle est peut-être slovaque. Là. Slovaque, alors c'est pour Thomas. C'est Thomas 83. C'est ça, ouais, Eh bon. ben, vous voyez, on fait gagner des free bets comme ça grâce au trou de grâce à mémoire moi. de Eh ben voilà, Julien grâce à moi, Barlet. voilà. Oh, l'autre, là. Trou de mémoire de Bravo. Julien Barlet. Ah, c'est comme si moi je disais que t'étais Marseillais alors que C'est ça. tu viens du Ah non, Nord. non, bah, non, non, voilà. Ah bah c'est pareil. Allez, on y va. Nous, on va jouer maintenant. C'est parti. Mais quoi, alors Dominika Cibulkova, ça y On a... a, si, La mais mobilette. c'est- on a J'ai mis la dansé, mobilette, la j'ai mobilette. dansé avec Dominika Cibulkova. Ah, mais C'était- vous deviez être mignons tous les deux, tout petits, là, comme ça, là. Allez, on Elle y va. était sublime, Dominika Tie break. J'ai pas dit le contraire. C'était où- Raconter pendant que tu joues. Mais je ne peux Raconte pas pendant que tu raconter. joues. Non, c'est impossible. Tu as dansé et alors, je crois que tu as aussi dansé avec Leichters. Oui, ouais. Ah, Ouais. Par Ah, contre, Clijsters, tu le voyais pas, par contre. Et Kuznetsova aussi. Voilà, alors tu là, vois, il a dansé là, avec tu voyais tout pas. le circuit. J'ai invité Maria Sharapova
Elle a pas voulu. Eh ben, elle m'a pas vu. Oui, voilà, Parce qu'en c'est fait, ça. j'étais au niveau du nombril. Elle 1,88, m'a hein. jamais vu. 1,88. Allez, point d'exclamation, quiz, team Julien, team Benoît. 30 € si Benoît s'impose parce qu'il a été écœurant hier, donc j'ai mis la cote à 3,10. Ah ouais, quand même. Alors Et là, 15 € si Julien je s'impose. suis quand même passé de 2,60 Ouais, à 1,40. j'en Et avais En toi- un marre. match. Et Ouais, toi, de en un match. 1,40 à 3,10. Ça va, Il dis n'y a donc. pas de règle. Le filet est toujours bien malade, nous dit Nicosco. Oui, en effet, Non, il s'est ça- passé des choses. Ça va. Allez, Benoît, c'est à ton Là. tour. Vite, vite, il y a du basket. Là, là, après. là, Non, là. non, Ah non. ouais, non, on va nous mettre encore la pression. À suivre, c'est Clutch avec Lucas et Attends, mais tu rigoles, elle est en train de parler. Ah, mais T'es je dingue. parle pendant parce que je fais la transition. Attends, on y va alors là On n'a y plus va le temps. Et vous y va. avez l'œil, hein. Non, sérieux, on a Allez, plus on y le va. temps. Allez, 1-0 pour Benoît, ça se jouera en 3. Non. Si, si, si. ça va, Bah, elle est faute, la balle, là. Un partout, trop tard, tu l'as joué. 2-1, balle de match. 2-2. 2-2. Yes 3-2. Ah non, non, Si, juste y a à pas de 5. temps, là. allez, 3-2, Vite, vite, 3-2. vite, vite. On m'engueule. Allez. Oh 3-3. non. Mort subite. 4-3 pour moi. 4-4. Point décisif. Point décisif. Point décisif. Pente. À la victoire de Benoît, 15 €. Non, 30 € pour la team. Benoît, merci à tous d'avoir été avec nous. Ça passe Quelle heure demain très vite. Ben, la même heure demain. Ok. Même heure. 18h55. Demain, même endroit, 18h55. On vous embrasse. Restez connectés, c'est du basket. Lucas, Rémi dans Clutch. Ciao. Je vais aller danser avec Dominique. Si vous le tiens.